Salut, c'est Nico Martel. Bienvenue dans ce webinaire Info au Mytho avec Gaspard G. Bonjour Gaspard. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis trop content d'être avec vous. Eh ben, nous aussi, on est très content de t'accueillir ici. Alors, j'imagine que vous savez déjà qui est Gaspard G puisque vous êtes inscrit dans un événement où on va l'écouter. Mais à tout hasard, on vous a concocté une petite vidéo de présentation. Gaspard G dit Gasp publie sa première vidéo en 2012 alors qu'il n'a que 14 ans. Après quelques années à partager son quotidien, il réoriente sa chaîne sur l'actualité. Il commence par interviewer diverses personnalités politiques et donne du contexte en réalisant des portraits d'hommes et de femmes qui font la petite ou la grande histoire. Il innove ensuite en publiant des enquêtes fouillées sur le terrain où il dit la vérité sur Dubaï ou la guerre en Ukraine. Et il y a quelques mois, il a ouvert une seconde chaîne où rien n'est écrit à l'avance et où il accueille des invités. Il s'agit de conversations, d'interviews, de politiques ou de décideurs. L'objectif de ces deux chaînes est de réconcilier sa génération avec l'information en racontant ce qui se passe dans notre société. C'est Gaspard G. Trop cool. Alors, on a reçu plein de questions de la part des classes qui nous écoutent. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de tes études ? Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous, trop content d'être avec vous. Je m'appelle Gaspard Garmont-Prey et comme c'était trop long pour YouTube, j'ai tronqué en Gaspard G. J'ai 26 ans, je fais des vidéos sur YouTube depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé quand j'avais 11-12 ans, mais ma chaîne a 10 ans, plus de 10 ans aujourd'hui. Mais en fait, ça fait 12-13 ans que je suis sur Internet et que j'essaie de faire des trucs. Et puis, depuis 4-5 ans, je parle d'actualité. J'ai fait un bac ES, puisque je sais qu'on parle ici à des collégiens, peut-être même un peu plus vieux, mais enfin voilà. J'ai fait un bac ES, un bac économique et social. Ça n'existe plus en fait. Je suis en train de réaliser que je suis déjà un peu ringard, ça n'existe plus le bac ES, mais j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai étudié au Canada, puisque j'ai fait HEC Montréal, donc j'ai étudié le commerce. Et puis, je fais pas du tout du commerce aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que tu as envie de créer une chaîne YouTube et pourquoi après tu t'es spécialisé dans l'actu ? J'ai eu envie de créer cette chaîne YouTube parce que moi j'étais un ado qui faisait beaucoup de création vidéo. J'aimais bien le montage, j'avais un blog de jeux vidéo. Je parlais beaucoup de jeux vidéo à l'époque. C'était mon grand centre d'intérêt. Puis ensuite mes centres d'intérêt ont un peu changé. Et aujourd'hui, je me suis davantage intéressé à l'actualité, à la politique, aux enjeux de société. Et puis en fait, mon grand rêve, c'était de monter un magazine. Du papier qu'on pouvait aller acheter dans un kiosque, etc. Puis on m'a dit que ça se portait pas très bien aujourd'hui la presse papier, qu'il y a plus tant de gens que ça qui achètent et c'est dommage parce que moi je continue d'acheter de la presse papier, mais que c'est un peu c'est pas comme ça qu'en tout cas que j'allais toucher des jeunes générations ou ma génération. Et moi j'avais très envie de toucher ma génération, c'était très important là-dessus. Et donc du coup j'ai voulu faire de la télé, de la radio, et puis en fait, quand on connaît personne, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis mis à publier mes vidéos sur YouTube, et puis en fait, ça a marché. Aujourd'hui, on me propose de travailler en radio ou en télé, et je dis non, j'ai envie de rester sur YouTube parce que c'est là que j'ai commencé, et puis c'est là que je me sens hyper libre. Donc, c'est pour ça que je continue là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a une vidéo, un sujet en particulier qui t'a fait décoller, ou plusieurs ? Ouais, il y a beaucoup en fait, à différents niveaux. La première vidéo qui a bien marché, je pense que c'est un court-métrage que j'ai fait quand j'étais jeune. Donc, c'était un court-métrage de fiction qui s'appelait Shifumi. C'est une petite histoire. J'étais en terminale, j'ai réalisé ce premier court-métrage à ce moment-là. C'était l'été de mon bac. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Puis ensuite, j'ai fait plein d'autres vidéos différentes. J'ai fait 2 vidéos qui ont beaucoup tourné en politique. Une sur la réforme du bac, justement, parce que je parlais de ce fameux bac ES, et puis une autre sur pendant le Covid-19, pendant la pandémie de Covid-19, sur le retour en classe des jeunes. Ça avait fait pas mal de bruit. Il y a Jean Castex, qui était Premier ministre à l'époque, qui m'avait appelé. Et pareil, j'avais diffusé cet appel sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait eu un échange assez intéressant. Toujours voilà, dans une dynamique, en tout cas, de curiosité, d'engagement parfois aussi pour pouvoir porter des causes que je pense justes. Là, en l'occurrence, c'était le retour des classes pendant le Covid-19, c'était le retour des étudiants
à l'université. Parfois, ça peut être, on parlait dans le jingle, la vérité sur Dubaï, où je suis allé aux Émirats Arabes Unis pour essayer de montrer en fait la réalité de cette ville et de toutes ses dérives, tous ces problèmes. Récemment, je suis allé en Ukraine aussi, à Kiev et à Odessa, pas directement sur le front, mais enfin dans ce pays en guerre pour pouvoir expliquer toutes les problématiques. Voilà, toujours dans une dynamique d'engagement et pas militant. C'est-à-dire que je travaille pas pour un parti politique, j'essaye de pas afficher mes idées politiques dans mes vidéos, mais j'essaye de plutôt défendre des causes ou mettre le projecteur sur des causes que je trouve justes sur une plateforme qui, pendant longtemps, était liée au divertissement et pas à l'information. Ok, très bien. Alors, on a 2 questions qui reviennent beaucoup des classes qui nous regardent. En pratique, comment est-ce que tu travailles? Et question subsidiaire, est-ce que tu en vis? On a notamment le collège Le Pont de Moine à Sèvres-Moine, c'est dans le Maine-et-Loire, qui nous pose la question directement. Est-ce qu'on peut gagner sa vie sur YouTube? Alors, je vais commencer par cette première question parce que c'est vrai qu'elle intéresse de plus en plus des jeunes ou même des parents. On peut aujourd'hui gagner sa vie quand on est créateur de contenu, quand on est youtubeur en l'occurrence. Moi, non seulement j'en vis, mais en plus je peux vous montrer. Regarde, je vais même faire encore mieux. Ici, moi, j'ai monté ma propre entreprise. Je suis pas très beau là comme ça, hein, mais on voit un petit peu mes bureaux derrière. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai une quinzaine de personnes qui travaillent avec moi sur mes vidéos. Et en fait, Michou, Inox, Cyprien, Squeezie et tant d'autres youtubeurs encore, ce sont plus simplement aujourd'hui des créateurs de contenu, ce sont plus simplement aujourd'hui des youtubeurs, ce sont aussi des dirigeants, j'aime pas le terme, mais en tout cas des gens qui ont monté une société de production et qui produisent des vidéos à plus grande échelle. Et donc du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc j'en vis. Je suis pas millionnaire, hein, mais je gagne ma vie en faisant mon métier de rêve. Donc c'est ce qu'il y a de plus beau. Et quand j'étais au collège, les youtubeurs, ils en vivaient à peine, parce que moi j'ai 26 ans, donc quand j'étais en collège, c'était il y a 10-15 ans. Ouais. Les youtubeurs, ils en vivaient à peine. Et moi, quand j'étais en 6e, 5e, j'allais voir ma mère et tout, je disais, quand je serai plus grand, je serai youtubeur. Et ma mère, elle disait, mais c'est pas un métier, en fait, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, on voit quand même qu'il y a eu une évolution sur le sujet. On voit qu'il y a des moyens qui se sont déployés. Donc, c'est hyper, hyper cool. Et puis, ta première question avant ça, c'était plutôt sur le quotidien. Ouais. Aujourd'hui, je travaille avec des journalistes qui écrivent mes textes. Moi, j'écris encore une partie de mes textes, mais je les challenge. Je suis plus à l'essence des recherches. Je suis un peu comme un présentateur, si on veut. Hein. J'ai des journalistes qui travaillent avec moi. J'ai des monteurs qui travaillent aussi avec moi et des monteuses qui sont super forts et qui arrivent à illustrer mes vidéos. J'ai des caméramans, des ingénieurs du son. J'en passe. Tellement il y a de corps de métiers différents. Un étalonneur, je ne sais pas si les jeunes qui nous regardent savent ce qu'est un étalonneur. Un étalonneur, c'est quelqu'un qui fait la colorimétrie, donc la couleur des vidéos. En gros, là, on se voit sur une image qui est déjà en couleur. Et puis, en fait, les caméras professionnelles, elles filment ce qu'on appelle en flat. Elles filment sans cette variété de palettes de couleurs pour pouvoir ensuite, et il y a un type ou des femmes dans ces métiers qui viennent modifier les couleurs et ajuster les couleurs. C'est vous dire à quel point tous les jours, je découvre un nouveau corps de métier dans ce truc-là. Et aujourd'hui, du coup, mon job, c'est choisir les sujets sur lesquels j'ai envie de prendre la parole, sur quelle enquête, où est-ce que j'ai envie de partir pour enquêter, quelle histoire j'ai envie de raconter, quel sujet d'actualité j'ai envie d'expliquer. Ça fait partie de mon job. Une autre partie de mon boulot, c'est de tourner les vidéos. Mais c'est moins important que ce qu'on peut croire. On pourrait croire que youtubeur, on passe son temps devant une caméra. En fait, c'est assez mineur dans l'emploi du temps. Et puis, tout un tas de choses, rencontrer des gens, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est des journées qui se ressemblent jamais vraiment. Et au final, c'est quoi la différence entre toi et un journaliste télé, s'il y en a une? Ouais, je pense que la différence, déjà, c'est dans le terme. Moi, j'ai du mal à dire aujourd'hui que je suis journaliste. Déjà parce que j'ai pas la carte de presse. La carte de presse, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est ce petit... c'est comme une carte de cantine, en fait. Hein, mais je sais pas si Nicolas, tu as la carte de presse, et si tu approuveras du coup ce que je dis. Mais en vérité, c'est une carte qui dit officiellement que l'État te reconnaît en tant que journaliste. Donc, si tu couvres une manifestation avec ta caméra, normalement, tu te fais pas embarquer par la police. Normalement. Ça peut pour aller à l'Élysée, là où est Emmanuel Macron, normalement, en montrant une carte de presse,
en fonction des accréditations. Ce qu'on appelle les accréditations, c'est les laisser passer ou pas. Normalement, tu peux rentrer. Voilà, la carte de presse te sert à ça aujourd'hui. Mais tous les journalistes en France n'ont pas la carte de presse nécessairement parce que c'est un peu compliqué, etc. de l'avoir. Donc, moi, quand je dis que je suis journaliste, ou en tout cas quand mon équipe dit que je suis journaliste, en général, des journalistes un peu plus âgés qui travaillent dans des médias traditionnels comme la télévision, comme la radio, disent « T'es pas journaliste, hein, mon gars ». Et bon, moi, je m'en fiche un peu. Je m'embarrasse pas d'une étiquette. Je travaille avec des journalistes qui sont extraordinaires, qui me font du contenu qui est pertinent, qui est intéressant, qui est super bon. Et je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'écris. Donc, je peux dire à quel point les filles et les mecs avec qui je travaille, ils sont super. Voilà, et c'est tout ce qui compte, moi. C'est délivrer du contenu de qualité au plus grand nombre. Après, est-ce que je suis journaliste ou pas? Je laisse la réponse à chacun. Alors justement, petite question, d'abord pour les spectateurs et puis aussi pour toi, Gaspard. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de gens qui se méfient de ce que rapportent les journalistes en France? Alors, on a 3 choix. Est-ce que c'est 19%, 41% ou 57%? On va laisser le temps aux classes de voter. Voilà, tu dirais quoi, Gaspard? Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu. Alors, le pourcentage de gens qui se méfient de ce que disent les journalistes en France, 19%, 41% ou 57%. Ok, j'ai mon idée, mais je la donne après, du coup. C'est ça, je dois attendre un peu. Vas-y, tu peux. Ouais, je pense que c'est le nombre malheureusement le plus élevé. Je pense qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui se méfient de ce que disent les journalistes. Je dirais 57%. Eh bien oui, c'est la réponse C. Selon le baromètre de la confiance des Français dans les médias, publié par le journal La Croix en novembre dernier, 57% de la population juge que, je cite, la plupart du temps, il faut se méfier de ce que disent les journalistes, de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Et près des 2/3 des gens considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants, mais soumis au pouvoir politique et contraints par des pressions financières. Alors, comment est-ce que tu analyses ça et est-ce que ça te profite, toi, en tant qu'indépendant? C'est une très large question. Je dirais que en tant que citoyen, là, je parle pas du wannabe journaliste, enfin du pseudo-journaliste ou presque journaliste que je suis. Je parle pas non plus du créateur de contenu. Je parle du citoyen. En tant que citoyen, ça me fait peur parce que je me dis que s'il y a une défiance, une méfiance de la part des Françaises et des Français envers les médias, c'est problématique parce que moi, je suis allé récemment pour illustrer, ce sera peut-être plus parlant, sur un marché récemment parce que je devais faire un reportage. J'avais une bonnette et une caméra et on nous a craché dessus parce qu'on a dit qu'on était journaliste. Enfin, qu'on était journaliste, non, mais qu'on bossait pour un média, c'est ça qu'on a dit. Et en fait, les gens aujourd'hui ils disent non, je veux pas parler aux journalistes, etc. On le voit à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, partout, dans les petites villes, dans les petits villages, partout. Les Françaises et les Français, de plus en plus, ont une défiance vis-à-vis de la presse. Est-ce que ça me bénéficie aujourd'hui? Ouais, plutôt. Pourquoi? Parce que je suis un indépendant. Je travaille, on est une petite équipe. Les gens, en fait, ils font plus confiance en des personnes qui allument leur caméra et qui parlent et prennent la parole sur les réseaux sociaux que Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse. Peut-être que c'est des vieux que je suis en train de citer pour les jeunes qui nous regardent, mais qui sont les présentateurs du journal de France 2 ou de TF1. Et ouais, aujourd'hui, et moi-même, en fait, quand j'étais plus jeune, je me disais qui est vraiment derrière ces mecs-là, qui est vraiment derrière ces femmes-là qui prennent la parole à l'antenne pour parler de l'information. Aujourd'hui, maintenant que je suis un peu au cœur de la machine, et je suis au cœur de la machine, j'ai un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans parce que j'interviewe régulièrement des politiques, j'ai rencontré bon nombre de ministres ou de grands journalistes, etc., ou de patronnes de chaînes de télévision, publiques ou privées. Et puis j'ai un pied dehors parce que je suis indépendant. Je vois que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a encore plein de bonnes raisons de croire en la liberté de la presse et la liberté d'information en France. Et c'est aux politiciens, aux politiciennes, aux professeurs aussi, à tout le monde en fait, de réussir à cultiver un regard critique, mais juste auprès de tous les gens qui composent notre beau pays sur ce que doit être la presse et ce que sont les médias aujourd'hui. Très bien. Et comment tu fais pour choisir tes sujets d'enquête et de reportage? Et qu'est-ce que tu apportes en plus des médias traditionnels, sur l'Ukraine par exemple? Comment je fais pour choisir les sujets? La première partie, c'est
par intérêt personnel, par curiosité. Là, j'ai de la chance, c'est-à-dire que je travaille pas pour un média un média très structuré. Du coup, j'ai pas de rédacteur en chef ou de rédactrice en chef au-dessus de moi. J'ai pas de patron non plus. Donc, en fait, je suis un peu égoïste. Je choisis les sujets qui me parlent le plus et j'y vais, tu vois. Si l'Ukraine, j'avais très envie d'y aller, surtout parce que on parlait tout à l'heure de désinformation, donc de l'information qui est twistée, retordue, redonnée sur les réseaux sociaux de manière éparse et complexe. L'Ukraine, j'avais très envie d'y aller pour voir vraiment ce qui s'y passait. Quelle est la réalité des Ukrainiens? Je suis allé à Kiev, je suis allé à Odessa. Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. C'est assez calme. J'y suis allé l'année dernière. Il y a eu quelques bombardements quand j'y étais, mais c'était assez calme. C'était surtout des alertes à la bombe et j'ai pas vécu d'expérience traumatisante là-bas. Odessa, c'était un peu plus chaud. C'est un peu plus au sud de l'Ukraine. C'est plus proche du front. Et il y avait eu une attaque de drone la veille sur le port. Tout ça est passionnant à couvrir et j'avais envie d'être sur place aussi pour me faire mon propre avis. Donc c'est comme ça que je choisis mes sujets. Est-ce qu'aujourd'hui je rapporte des nouvelles informations à chaque vidéo, puisque tu parlais de ça, Nicolas, tu me demandais si est-ce que j'apporte un regard nouveau, etc. Je pense que j'apporte un regard nouveau sur chaque vidéo, le regard d'un mec de 26 ans et de ma génération. Et je pense que c'est un regard qui est différent de celui d'un journaliste plus âgé ou dans un média traditionnel, nécessairement. Maintenant, j'ai pas un scoop à chaque nouvelle vidéo. Là, récemment, j'ai fait une vidéo sur l'affaire Kennedy, donc ce président américain qui a été assassiné. Il y a tout un lot de mystères autour de ça. Je présente des faits, mais dans les faits, j'étais pas né en fait dans les années 60, donc je n'ai pas de nouvelles lumières à apporter sur le sujet. Par contre, c'est pour ça que je me considère comme vulgarisateur. Je sais pas si je suis journaliste, je sais encore moins si je suis un créateur de scoop. Par contre, je suis vulgarisateur. Je prends plein d'informations, j'essaye de les englober, de moi-même bien les comprendre pour pouvoir les expliquer avec le plus d'accessibilité possible pour que tout le monde, quelqu'un qui fait des très très hautes études ou quelqu'un qui se soit arrêté avant le bac, puisse comprendre ce que j'essaye de raconter sur des sujets qui, je pense, doivent être compris par le plus grand nombre. D'accord. Et c'est quoi l'enquête ou le reportage qui t'a le plus marqué personnellement? Le plus marqué, je dirais que c'est... Ouais, bah, je dirais que c'est pas très... Enfin, du coup, je viens d'en parler, mais je suis allé en Ukraine, du coup, j'en parlais tout à l'heure, en avril dernier. C'est l'une des expériences humaines les plus riches qui m'a été donnée d'avoir et qui professionnellement m'a le plus marqué parce que c'était fou. C'était dingue de voir ça de mes propres yeux. La vie est bizarrement très normale là-bas quand on est sur place, en tout cas à Kiev. Et les Ukrainiens vivent plus ou moins normalement. Il y a beaucoup de femmes dans la rue et au détour d'un checkpoint, donc ces militaires armés qui vérifient vos papiers d'identité pour rentrer dans un quartier. À part ce genre de petites scènes, on réalise pas qu'on est dans un pays en guerre. En revanche, une expérience qui m'a marqué, il y avait une jeune femme, je me suis levé assez tôt un jour pour prendre des images de Kiev avant que la ville s'anime. Et je suis allé sur la place Maïdan. C'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Non, pas des Champs-Élysées, pardon, de l'avenue de la République. Ce serait plus, de la place de la République. Ce serait plus juste de dire ça. Mais bon, c'est une très grande place à Kiev. Et j'arrive et je vois une jeune femme qui a à peu près mon âge et qui dépose la photo de son petit ami et elle. C'était un Snapchat en fait. C'était une photo comme n'importe quel adolescent pourrait faire. Il la dépose à côté, elle la dépose sur cette place, elle plante un petit drapeau ukrainien. Et en fait, il fallait comprendre que son petit ami était décédé au front à 19, 20 ans. Ça, c'est des souvenirs qui sont marqués à jamais dans ma petite mémoire parce que c'est très fort de vivre ça professionnellement et de pouvoir être témoin des plus grands théâtres du monde, comme par exemple cette guerre en Ukraine. D'accord. Comment tu fais pour être sûr de ce que tu dis, de ce que tu transmets à tes spectateurs? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te planter? Ouais, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé de me planter. Je pense que le plus important, c'est de savoir reconnaître quand il y a une... Je me suis jamais planté au point
où j'ai balancé une vraie fake news. Par contre, la fake news, la mauvaise information, c'est un spectre. Ça peut être dire, par exemple, là, je balance un vrai mytho sur un faux mytho. J'en rêve, ça y est. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. Bon, ça, on sait que visiblement, c'est un bon mytho bien complotiste. En revanche, de dire par exemple, la Suisse fait. Non, ça fonctionne pas. Pardon, je vais reprendre ça. Par exemple, de dire. Emmanuel Macron a dit qu'il était contre le glyphosate. Bah, en fait, peut-être qu'à un moment donné, il a dit qu'il était contre, mais en fait, en 2017, il était pour. Enfin, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs au passage. Et donc, dans cette dynamique-là, on peut s'en mêler les pinceaux sur des dates, sur des déclarations de personnes, etc. On peut dire des choses qui manquent de nuances aussi. Et donc, ça, c'est sur le spectre de la fake news. Et ça peut arriver tout à chacun, qu'on soit un très grand média ou un tout petit média comme moi, de se planter. L'important, c'est déjà de se planter le moins possible et de mettre en place toutes les vérifications nécessaires pour faire de l'information de qualité si on veut s'inscrire dans cet élan journalistique. Et deux, c'est de bosser avec des vrais pros, des mecs et des meufs qui sont super, super forts et qui arrivent aujourd'hui à délivrer une information de qualité et à faire de la recherche de manière très pointilleuse. Voilà. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je travaille qu'avec des vrais journalistes, des auteurs et des autrices qui sont super forts pour pouvoir aller me chercher la meilleure information possible. Et c'est pour ça que c'est pas moi qui le fais aussi. Sinon, ce serait vachement moins bien, je pense. Et enfin, est-ce que tu aurais un ingrédient secret à partager avec nos spectateurs, un conseil pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient peut-être un jour marcher dans tes pas? Je pense que c'est de pas attendre pour essayer. De pas attendre pour essayer de faire un premier petit reportage ou une première vidéo. Je vais pas simplement parler de moi en tant que youtubeur, mais plutôt en tant que presque journaliste, mais plutôt en tant que youtubeur, créateur de contenu. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent faire ça. Pas forcément youtubeur d'ailleurs. Youtubeur, c'est même peut-être un peu ringard, mais plutôt tiktoker, tu vois, instagrammeur. J'en passe. S'il y en a qui veulent se lancer là-dedans, moi je sais que c'est pas évident au collège. J'ai essayé mes trucs, etc. Et parfois mes potes ils se moquaient de moi un peu parce qu'ils disaient c'est bizarre, etc. Bah en fait mon conseil ce serait d'essayer le plus tôt possible et d'essayer aussi de s'en ficher du regard des autres pour essayer et cultiver cette différence. Moi, j'étais un gamin, un ado un peu différent des autres. J'avais des grosses lunettes, des gros boutons, etc. Bah, ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein, on a tous été ados et j'étais beaucoup sur l'ordinateur. J'étais un peu différent. J'étais un peu à part, etc. J'étais un peu un geek, toujours au CDI. Bah, pendant longtemps, je voulais être autre chose que ça. Et en fait, c'est justement ces années-là qui ont été les plus importantes de ma vie parce qu'elles ont fait qu'aujourd'hui, je suis ce type un peu curieux qui touche un peu à des objets technologiques pour faire en sorte que mes vidéos soient le plus vues possible. Et en fait, c'est cette différence, c'est bizarre à dire à des ados, mais c'est cette différence qui va faire de vous des adultes accomplis, ambitieux et heureux dans ce qu'ils font. Donc, mon conseil, ce serait, si vous voulez faire des vidéos, tardez pas trop, allez-y, ce sera pas parfait au début, mais au moins ce sera sincère. Et la deuxième chose, c'est oubliez les autres, foncez, faites les choses pour vous. Peut-être les partagez pas tout de suite si vous n'avez pas envie de les partager, mais au moins progressez dans votre coin. Et puis ensuite, vous allez voir, ce sera super pour la suite. Eh ben, super. Merci beaucoup, Gaspard, pour tes réponses. On touche à la fin de ce webinaire déjà. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous invite à aller voir ce que fait Gaspard sur ses chaînes YouTube. Nous, on a un gros coup de cœur, notamment pour sa série des histoires. Et puis, on vous invite aussi sur notre propre chaîne YouTube, Info ou Mytho. Une nouvelle vidéo chaque mardi à 16h. Vous y retrouverez également le replay de cette interview. À la prochaine. Et d'ici là, gardez l'esprit critique. Ciao, merci.